Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Vous êtes tous parfaitement à l'heure, donc nous allons commencer parfaitement à l'heure. Je vous souhaite à tous la bienvenue au nom de LDE. Pour LDE, être libraire scolaire, ça veut dire s'engager à faire avancer l'école, ça veut dire accompagner les réflexions des enseignants et des institutions sur les pratiques pédagogiques et leur évolution. Et pour ces réflexions, ces deux messieurs nous font l'amitié et l'honneur de nous accompagner. Merci à vous d'être venus. Samy, à mes côtés, est le cofondateur de Stelia. Il est ingénieur des télécoms et polytechnicien. Il a travaillé de toute sa carrière dans la tech depuis une dizaine d'années dans l'IA. De l'autre côté, Olivier Bobineau, qui est philosophe et sociologue, qui connaît par cœur plus de livres que j'espère en lire dans ma vie entière. Entre le philosophe et la barbe fleurie et l'ingénieur, est-ce qu'on va assister aujourd'hui à une querelle des anciens et des modernes, ou est-ce qu'au contraire, nos visions vont se croiser? Je vous laisse avec plaisir le micro. J'ai hâte de vous entendre tous les deux. Merci encore. Olivier, je te laisse la main. Bonjour à tous et à tous, toutes et tous. D'habitude, je fais ça sans micro, étant ancien chanteur de heavy metal, la voix porte normalement, mais comme il faut un enregistrement, j'applique la consigne. Donc, je prends un chronomètre pour éviter de dépasser le temps. Le temps. Donc 3 minutes pour le premier propos, n'est-ce pas? Comment caractériser notre temps? Les sociologues nous disent individualisation. Ça vient de Georg Simmel, immense philosophe allemand. Les sociologues nous disent la différenciation fonctionnelle, séparation des activités et des fonctions. Émile Durkheim, le sociologue français. Les sociologues nous disent c'est la domestication de la nature. Karl Marx, 1844, manuscrit parisien. Les sociologues nous disent c'est également la rationalisation. Rationalité. Max Weber, sociologue. Et il y en a un qui dit mais cet homme est de l'école de Francfort, qui prend sa source chez Marx. Il y a ensuite des philosophes allemands, Adorno, Horkheimer, on y reviendra, Marcus, Jürgen Habermas, l'immense philosophe du politique, et Hartmut Rosa. On l'embrasse très fort. Pourquoi? Parce que cet homme, c'est un petit Aristote, hein, il va nous donner la clé de ce qu'on vit là. L'accélération. Nous sommes dans la société. La modernité, ce n'est pas la vitesse. C'est un urbaniste français, philosophe, c'est Paul Virilio qui a développé ça. Non. La société moderne, c'est l'augmentation de la vitesse par unité de temps dans toutes les activités de la société. En politique, accentuation, augmentation des mots au Parlement. Vous pouvez demander aux secrétaires, j'ai des amis qui écrivent les débats. Dans tout, augmentation des connaissances qu'on doit dispenser en classe de terminale. Accélération. En plus, c'est cadencé avec des programmes, avec des rythmes, avec des évaluations qui s'accélèrent. En tout, la nourriture, fast-food. En musique, il y a même le speed metal, l'immense album Chrysaor Metallica, 1984. Oui, en tout, même quand on fait l'amour, ça s'accélère. Oui, Hartmut Rosa, quand il dit accélération, il veut dire qu'on ne prend plus le temps d'être au monde. C'est un diagnostic redoutable. Là-dessus, tout a une croissance exponentielle du fait de la révolution numérique, de sa quantification. Quelle est la conséquence de la quantification? Aristote nous le dit, Lacan nous le dit aussi, plus tard, Aristote. Quantifier, c'est réduire la personne. Quantifier, c'est réduire la personne. Bien. Pour cette première partie du diagnostic, j'ai fini de 51. J'accélère ma prestation. Je voulais rebondir sur ce phénomène d'accélération. Effectivement, personne ne peut nier cette accélération des technos, de leur impact, et tout le monde, l'objectif visé de ces technos, qu'on le veuille ou non, c'est de manière assez paradoxale de libérer du temps à chacun. L'IA
automatise des processus, facilite des choses, et donc on a plus de temps, mais en même temps, on a plus de choses à faire. On vient morceler le temps avec des micro-activités qui deviennent de plus en plus courtes, et on va en reparler, c'est aussi l'attention qui diminue, on est sur des articles de plus en plus courts, et donc il faut réussir à faire, à introduire, à garder en fait cette notion de complexité de l'information, de la connaissance, d'arriver à ce que les élèves, si on attache ça à l'éducation, ne soient plus dans le zapping permanent, dans la micro-information, la micro-connaissance, et réussir à faire du lien vers de la connaissance plus riche, des sources, et puis des liens entre les connaissances entre elles. C'est nous, notre credo, c'est de mettre du lien, on travaille beaucoup sur les graphes de connaissances pour mettre en lien des connaissances entre elles, permettre à l'élève de rebondir, mais ce mouvement n'est pas forcément naturel, il doit être accompagné bien sûr, sinon on est sur ChatGPT, on fait du copier-coller, on ne réfléchit plus, voilà, on va y venir. 2 minutes cette fois. Un peu plus quand même. C'est quoi la conséquence de cela, de l'accélération, de ce que tu viens de dire, Samy? Qu'est-ce que c'est que la conséquence? Manuscrit parisien, et toujours principe et critique de la philosophie du droit de Hegel, du même gars, Karl Marx, c'est l'aliénation. Mais il y a 2 types d'aliénation. Il y a l'aliénation en allemand, peut-être qu'il y a des professeurs d'allemand parmi vous. Allez, c'est là, mais eh bien, il y a l'aliénation comme transformation. Hegel dit, dont s'inspire Marx, la transformation, faire Änderung. C'est normal, c'est la vie. On est bébé, on est enfant, on est adolescent, bah, on se transforme, on se modifie. Ça, c'est la première aliénation. On dirait qu'elle est positive puisqu'elle construit. C'est la vie. Tout est transformation, je vous apprends rien. En revanche, il y a d'autres types d'aliénation. En allemand, c'est Entfremdung. Je deviens étranger à ce qui se passe. Aliénation. Je deviens étranger. Or, l'accélération, c'est 6 types d'aliénation que nous vivons toutes et tous. Première aliénation, repérée par Marx, c'est le produit de notre travail. À un moment donné, ça nous échappe. Au nom d'une productivité, accélération. Au nom également des relations. On envoie, y compris, beaucoup d'emails. Alors, l'email, c'est pratique, hein, parce que c'est comme une grenade. Et puis, si tu ne m'as pas répondu au bout de 24 heures, je t'en envoie encore 2. Sachant que 93% de la communication passe par les visages, les sentiments, les émotions, les corps. 7% sur le sens des mots. Oui, nous sommes parfois étrangers à notre travail. Et combien d'entreprises, il y a de quiproquos, de malentendus autour de ça, de cet email, qui fait une surenchère émotionnelle, on va y venir. Aliénation par rapport à son travail, aliénation par rapport aux choses. Dans cette accélération, je prends le dernier, allez au hasard, smartphone, et je n'en connais pas toutes les compétences, mais c'est pas grave, je l'achète, je change les produits comme ça, avec la publicité en plus. Donc il y a, par contre, Rosa dit, il y a une satisfaction morale, j'ai, mais la satisfaction physique, eh bien, on passe à autre chose. On n'a pas forcément usé toutes les possibilités. L'objet est encore utilisable, et c'est pas grave, j'en change. D'où le recyclage, mais il y a même une accélération du recyclage, et ça n'arrive pas à suivre. Nous sommes aliénés même aux choses. Il appelle ça une aliénation diagonale. Aliénation par rapport au produit du travail, Aliénation diagonale, c'est les choses. Aliénation par rapport à l'espace et le temps. On n'a plus de temps. On prend des rendez-vous tous en même temps. C'est l'urgence, c'est la tyrannie de l'urgence, disent certaines sociologues. Je pense à Auger. Eh bien oui, on n'est plus maître de son temps. On a des régularités qui font qu'on ne sait plus prendre le temps. Par rapport aux espaces, le lointain devient le proche. Que devient la proximité? Que devient la proximité?
que fait-on des proches? Puisque on a le don, nous dit Paul Virilio, d'être dans l'ubiquité divine, comme Dieu, on est présent tout partout en même temps. Aliénation par rapport à quoi? Par rapport à la verticale, nous dit Hartmut Rosa. L'aliénation verticale, c'est par rapport au beau, par rapport à la nature, ce qui nous dépasse, par rapport au divin. La culture du regard baissé, j'ai dépassé 3 minutes. Ouais. Et puis, l'aliénation aux autres. L'aliénation aux autres. Comment faisons-nous des rencontres aujourd'hui? Emmanuel Levinas, qui est un philosophe, l'un des plus importants, qui est mort en 1995, travaille sur le visage. Comment ça se passe, les regards? Il y a des biologistes italiens qui ont montré que dans la construction des adolescents de 0 à 19 ans, tout passe par les neurones miroirs. Et que si l'enfant est devant un écran, qui vient du flamand skranoi, qui veut dire se protéger de l'autre, ça n'a pas du sens, qui veut dire se protéger de crème écran, vous savez, ça protège du soleil. Donc, tu es devant ton écran, sauf que là, nos enfants de 0 à 19 ans, ou 21 ans, ça dépend des chercheurs, mais eh bien, tes neurones miroirs ne se développent pas. La compassion, l'empathie, les premières études que j'accompagne là, après le confinement, montrent qu'il y a des faiblesses d'empathie en école primaire. Vous savez, hein, s'il n'y a pas d'empathie, vive la démocratie et le lien social. Enfin, dernière aliénation, l'aliénation par rapport à soi. Les burn-out, l'accélération, le burn-out. J'en suis où? J'en suis où, si ce n'est un ensemble de collections qui est touché par son environnement et qui même pour nos élèves, vous savez, autrefois, je me fritais avec mes copains le vendredi soir, j'allais le samedi, dimanche tranquille. Super. Le lundi, ça pouvait reprendre ou pas. Maintenant, le week-end, l'enfant, l'adolescent est dans sa chambre et il balance. Et donc, le lundi matin, nous disent tous les éducateurs et professeurs qu'on rencontre, c'est la guerre, encore plus. 6h43 par jour, connecté, aliénation de soi. Ça fait beaucoup, hein? Oui. D'accord avec tout ça? En partie, mais après, quelle est la solution? Enfin, comment arriver à vivre, ou en tout cas dompter cette aliénation? Effectivement, c'est un mouvement technologique, mouvement de la société, il faut sortir de l'immobilisme dans lequel on peut être entré, dans l'optimisation de l'existant pour embrasser en fait et s'acculturer à l'innovation. Tout seul, c'est pas évident. Et on a la chance à l'école d'avoir des accompagnateurs, des transmetteurs que sont les enseignants et toutes les parties prenantes de l'éducation. Et donc c'est un rôle fondamental d'accompagner l'enfant, avec les parents bien sûr, sur cet attrait de l'écran, cet attrait de la facilité de l'IA. Donc derrière, développer des choses très importantes, plutôt que d'écarter le progrès, la technologie, au contraire l'embrasser, et par contre trouver des moyens de s'y acculturer. Nous c'est dans cet esprit voilà, qu'on développe des assistants qui essayent de développer cet esprit de curiosité, cet esprit de pensée critique, auquel on va revenir tout à l'heure. Mais qui peut se faire de manière intelligente qu'avec les enseignants pour ouvrir l'esprit sur les passerelles entre les sujets et pas seulement rester sur une information, une connaissance ponctuelle. C'est ce rebond qui est intéressant et cet accompagnement du numérique. Parce qu'effectivement, on a une très forte attractivité. Je vois sur mes enfants, mais vous constatez tous bien sûr, que le numérique apporte, l'écran apporte vraiment une attractivité, même une dépendance. Ça peut être l'occasion, moi je vois mes enfants se sont réconciliés avec les langues, l'apprentissage des langues, il y a des esprits un peu plus scientifiques, et Duolingo, sans faire de publicité, a pu les réconcilier, mais après, il faut travailler sur l'alignement pédagogique
Ça peut être des apprentissages isolés, des apprentissages qui sont déphasés par rapport au scolaire. Et puis, deuxièmement, c'est des passerelles et une dépendance à l'écran aussi qu'il faut limiter. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, donc là je propose juste, qu'est-ce que ça donne quand c'est pas, je reprends ton mot, qui a une origine latine fantastique, embrasser. Quand c'est pas embrasser et accompagner. Accompagner, c'est-à-dire qu'on donne du pain. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trois effets majeurs. Trois effets majeurs de cette révolution technologique et numérique. Le premier effet, c'est un effet qui relève des sociolinguistes du langage. Je propose de l'appeler Orwell-Godwin. En 1949, en 1984, le roman d'Orwell, il y a le Novland. Et il écrit cette phrase fantastique. Plus les phrases se réduisent, plus les mots se réduisent, plus le champ de ma conscience se restreint. Hannah Arendt ajoutera plus tard, dans La nature du totalitarisme, 1956, la grande dame Hannah Arendt, la philosophe du politique, vous voyez, la dame qui va quitter l'Allemagne en 1933, par le biais de Marseille, une très belle série d'ailleurs, bref, avec beaucoup d'intellectuels juifs allemands qui vont fonder la modernité et donner toutes les clés pour dominer le monde aux États-Unis. Bref, Adolphe s'est planté là aussi, c'est dommage pour lui. Il aurait pu conquérir autrement le monde, peut-être. En tous les cas, Hannah Arendt nous dit, quand le champ de la conscience se restreint, le mal avance. Et le mal, c'est quoi? En latin, c'est quoi? C'est diabolus, diviseur du lien social. Diabolos, en grec, diviser le lien social. Eh bien, Orwell, et j'accouple ça à Godwin. Godwin est un avocat qui va travailler dans les années 2000 et va observer qu'à force de réduction du langage, wesh, dégage, connard, fèche, rapidement on va atteindre le point Godwin, c'est-à-dire la radicalité dans les échanges. Moi j'ai deux mots, moi je peux m'exprimer. Comprendre le monde au sens de Max Weber, prendre dans sa complexité, dirait Edgar Morin, vous voyez, plus je vais droit, noir, blanc, je like pas, dégage ou pas. Et Godwin, à l'époque c'est, tu traites l'autre de nazi, t'es mort, ah bah c'est ce que là, t'es décrédibilisé. Aujourd'hui les mots dans les collèges où nous intervenons et les lycées, c'est raciste. Tout de suite, pas raciste. Ah bah oui, c'est raciste. La loi des Sceaux fait qu'à un moment donné, 1990, oui, c'est un crime, l'éloge du racisme, d'accord? Donc ça, cet effet-là, accéléré notamment par les réseaux sociaux, ça, il faut en prendre conscience. Mais il y a un autre effet, qui n'est pas extraordinaire non plus, qui est l'effet Unkelbach-Fazio, à vos souhaits. Unkelbach, c'est un chercheur qui, en 2019, va travailler sur la vérité dans les réseaux sociaux, dans les chaînes télévisées, dans les émissions d'information. Et il observe que quand on entend une information, quelle qu'elle soit, sur deux canaux différents de communication, TikTok, Insta, à l'époque Facebook, beaucoup, France Inter, même France Culture, ou CNews, Europe 1 et Arte, si on entend la même information, c'est une vérité. C'est vrai. Alors Fazio va continuer l'étude et va dire, bon, attends, c'est bon, mais c'est parce qu'on a affaire à des gens qui ne sont pas formés, tu vois, parce que moi, attends, je suis polytechnicien, je suis normalien, je suis docteur. Donc Fazio va dire, je vais prendre des tranches de... Je vais prendre dans mon échantillon des enfants de 5 ans, 10 ans et des docteurs. Et éventuellement en plus de Sciences Po, tu vois. Eh bien, l'effet Unkelbach est vérifié. Oh, quel que soit notre âge et notre équipement intellectuel, la vérité, ils appellent ça la vérité illusoire, fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut faire quand même très attention à ce qu'on balance.
Il y a des solutions pour ça, on va y venir tout à l'heure. Troisième effet, c'est mon préféré, parce que c'est un effet de Martin Schaeffer. Il est prodigieux. Voilà un monsieur qui va étudier la littérature anglo-saxonne, espagnole, scientifique et romancière, et tous les articles du New York Times depuis 1850 jusqu'à 2018. La base de données, tu vois. C'est un truc de fou. Pardon, excusez-moi. Ah oui, vous avez raison. Ça me permet de regarder que j'ai pas mis mon creux. Merci. Donc, c'est quoi? Il a repéré les 5000 mots qui vont revenir le plus souvent. Et les 5000 mots, il va repérer les pronoms personnels, je, moi, pour ma part, je, plus la langue, enfin, les langues, aujourd'hui, on verra plus tard, peut-être, dans vos questions. Je, moi, mon, ma, et puis nous, notre, vous, votre, il, leur. Sur toute cette littérature, sur tous ces milliards de bases de données. Et puis il va regarder un deuxième couple qui est privé, ressenti, émotion, mon ressenti, et collectif, public, service public, intérêt général, rationalité. Voilà les courbes. Un repère orthonormé, cartésien, les abscisses, 1850, 1980, je ne vous dis pas pourquoi pour l'instant, et janvier 2007. Les courbes du jeu. 1980, 2007. Exponentielle. Exponentielle. Asymptotique. Comme ça. Bon, les courbes du nous, notre. Hein? Vous connaissez la suite, 80. Les courbes, rationalité, service public, 1850. 1980, janvier 2017. Les courbes du ressenti, du sentiment, du moi, je, pour ma part, je. Personnellement, j'ai rien dit, j'ai parlé 4 fois de mon nombril, c'est une singularité de la langue française. Eh bien, ça donne ça. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais où après? Et surtout sur les émotions, les ressentis, 2007. Alors, 1980, c'est très simple. C'est la propagation mondiale du néolibéralisme. Définition du néolibéralisme. Je renvoie vers le dernier livre de Marcel Gauchet, Le Nœud démocratique, sorti il y a 15 jours. Marcel Gauchet, c'est le seul penseur français qui n'a pas fait Sciences Po, l'école normale, qui n'est pas docteur, qui n'a pas fait l'ENA ou Polytechnique. Quel homme! Eh ouais, non, c'est intéressant parce qu'il déplace. Ok. J'ai eu le plaisir de travailler avec lui, de faire un livre qui s'appelle Le religieux politique. On s'est éclaté. Il m'a éclaté. Ça m'a fait beaucoup de bien. Marcel Gauchet, dans le Nœud démocratique, nous fait comprendre que le néolibéralisme, c'est l'extension du marché, qui a été pensé par un gars qui s'appelle Adam Smith, dans De la richesse des nations, je crois qu'on s'y livre. Et donc, c'est l'extension des marchés à toutes les activités sociales, culturelles, esthétiques, marché de l'art, le corps, la greffe, les services publics. La loi du marché, c'est la loi de l'offre et de la demande qui aboutit à un prix. La loi de l'offre et de la demande qui aboutit à un prix. Et bien ça, c'est valable aujourd'hui pour l'art, l'éducation, tout. Les relations amoureuses, tout. Le divin. Maintenant, on va payer pour visiter Notre-Dame. Je pique. Voilà. Tout a un prix. 1980. La question, c'est maintenant, et 2007. Qu'est-ce qui se passe le 9 janvier 2007? Oui. Steve Jobs. Eh oui, le smartphone. Ça, ces 3 effets, comment on fait pour les conjurer, les embrasser? C'est ça. Donc, riche débat sur le sujet. Comment on rattache ça à l'éducation? Quel est le rôle de l'enseignant sur le sujet? Donc, la première chose, c'est de la curation. C'est-à-dire que la liberté pédagogique de l'enseignant, son rôle, c'est aussi d'orienter, d'identifier le savoir et potentiellement au sein d'une librairie,
Mais en tout cas, il y a des éditeurs, des contenus qui peuvent être recherchés ou construits. Et c'est sur cette base-là qu'on doit orienter, bien sûr, l'élève. Et nous, nos outils d'IA permettent de faciliter cet accès, de pouvoir interroger ces sources et donc travailler vraiment sur des sources. On est sur la transformation par l'IA, on va travailler sur des... essayer de ne pas dénaturer et on en discutait la dernière fois de savoir ne pas répondre, savoir lorsqu'on a des questions qui sortent du champ des connaissances, être assez humble là-dessus. Et l'IA ne doit pas avoir une réponse à tout, ne doit pas essayer d'extrapoler, d'halluciner, comme pourrait l'avoir ChatGPT. Donc c'est ce qu'on défend, une IA responsable et à la disposition des enseignants, de l'éducation. Et qui apporte quand même de la richesse. C'est vrai que on est dans la baisse de l'attention, les contenus courts, des synthèses extrêmement synthétiques qui visent à radicaliser dans un sens ou dans un autre l'esprit de la connaissance. Et il faut malgré tout arriver sur du synthétique, trouver le bon compromis sur du synthétique pour rester ou chercher à tirer la fenêtre d'attention de l'apprenant, mais en restant dans cette fenêtre de manière synthétique et pousser sa curiosité. Ça c'est un point important, mettre du lien avec les autres connaissances et revenir aux sources. Voilà, c'est des aspects essentiels. Oui, et pour aller dans ton sens, deux temps simples. D'abord, le mot qui nous rassemble tous, éducation. Donc là-dessus, nous avons une proposition. Ce sera un acrostiche. Et puis enfin, comme tu l'as dit, l'esprit critique. Nous avons aussi une proposition, et ce sera également un acrostiche, une figure stylistique de la littérature française. Où on lit le mot verticalement et horizontalement. On y va. Pour l'éducation, qu'est-ce que l'éducation? Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur qui s'appelle Ivan Illich. Donc, théologien, certes, ex-prêtre, donc de l'État laïque, romain, polyglotte, 8 langues. Un petit génie génial. Historien, fondateur de l'écologie politique. Première critique sur la médecine, sur l'école. Si parmi vous il y a des enseignants, des chercheurs, c'est bon de relire ses écrits sur l'école et les institutions des années 70-80. C'est toujours d'actualité. Ivan Illich nous dit éducation. Ça vient de deux mots latins. Educare, care, c'est allaiter, nourrir, prendre soin, oui, dans l'éducation. Et y compris au collège, ou comme le dit Maria Montessori dans sa thèse d'anthropologie pédagogique 1907, la pédagogue italienne, médecin, ingénieur, le corps devient un volcan en ébullition. Et Michel de Montaigne écrit dans ses essais déjà, et j'entends les verges claquer sur les jambes des enfants ensanglantés dans ce collège. Oui, c'est très dur le collège parce que là, on change de nature. Notre corps explose, c'est précisément le moment où on va dire « Tu restes 7 heures assis sur ta chaise ». Comment on fait? Eh bien, il va falloir nourrir là. Mais éducation, nourrir à l'été, y compris selon les stades du développement de l'enfant. On ne fait pas la même chose à 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans. Non, c'est pas vrai. Et on l'a appris dans les instituts de formation? Non. Bien. Mais c'est également éduquer, conduire vers l'extérieur. Conduire vers l'extérieur. Éduquer, nous dit Illich. Éduquer d'ailleurs qui renvoie, conduire vers l'extérieur, vers les autres. C'est un très beau mot en hébreu, c'est Elohim. Et oui, ce sont les dieux, les énergies créatrices divines, les Elohim. El qui veut dire vers et im qui veut dire l'autre. C'est une affaire d'éducation. Et donc là, nous on propose, à l'heure, certes, de la révolution numérique, mais à l'heure du CAC 40, je vous propose le CAC 3. Je ne serai pas plus long, puisque on peut déjà vous inviter
y compris avec Pierre Alban et Benoît, que je salue là, aux rencontres internationales du CAC 3 qui auront lieu à la cité Pierre-Larousse, dans Lyon, là-bas. Pierre-Larousse, petit clin d'œil. Bien, CAC 3, oui, face à ça, qu'est-ce qu'on peut développer? À la société d'accélération, en tant qu'enseignant, on développe la créativité, c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est pas l'indépendance, hein, c'est pas faire ce que je veux, tranquille. Ouais, je t'ai donné les consignes, tout ça, et tu te débrouilles. Non, ça, c'est de l'indépendance. Et ça ne fonctionne pas. L'autonomie, c'est fondement de la métaphysique des mœurs, 1785, Kant. La propriété qui a la volonté de choisir sa propre loi, propriété qui a la volonté de choisir sa propre loi, autonomos, dans le cadre des lois morales. Oui, il y a un cadre dans l'autonomie. Ne pas confondre avec ce que je veux. Non, l'autonomie. Créativité et autonomie, et surtout, à l'heure de la séparation, à l'heure du tout à l'ego. Je suis un fils d'égoutier, donc évidemment j'ai une sensibilité à l'ego. À l'heure du tout à l'ego, des milliards de mois, la coopération. Vous savez, Paul Ricoeur nous apprend qu'il y a deux manières de voir la vie politique. Paul Ricoeur, le philosophe, mort en 2005, immense philosophe aussi. Soit la domination, on est parfois un peu dedans, soit la coopération. À toi de choisir ton camp, camarade. Enfin, par rapport aux trois effets et l'esprit critique. Définition de l'esprit critique. Ah, c'est simple. Le pensée critique, l'esprit critique, il y a un gars qui s'appelle Théodore Adorno, philosophe, sociologue, de l'école allemande. Il nous dit, l'esprit critique, le pensée critique, c'est la réflexion personnelle sur les conditions politiques et sociales de mon existence. Je vous la refais. La réflexion personnelle sur les conditions politiques et sociales de mon existence. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je donne comme outil à chacun de mes élèves, notamment lors de l'adolescence, et de ces jeunes filles, puisque j'ai travaillé beaucoup cette question comme ancien conseiller aux affaires religieuses de la République, sur l'islam, je me suis occupé de l'islam, et bien je peux vous assurer que face aux abayas, et j'ai fait quelques notes au cabinet, au Conseil d'État, face aux abayas, il ne s'agit pas d'interdire. Il ne s'agit pas d'interdire. L'année prochaine, il y aura des t-shirts avec le tour de la Mecque, hein, ou de Mohamed Abdel Wahhab, en 1744, quand ils font le wahhabisme. Bon. Donc, non, en revanche, on a fait l'expérience, nous, dans un collège, avec des jeunes filles de culture musulmane. L'esprit critique, on a dit, tu sais d'où ça vient la bagarre? Oh, la péninsule arabique. D'accord. Oh, mais ça vient d'où? Regarde le site. Oh, l'Arabie Saoudite. Oh, regarde les reportages sur la condition des adolescents en Arabie Saoudite. Réflexion personnelle sur les conditions politiques et sociales de l'existence de celle dont tu prends l'habit. Pourquoi elles prennent cet habit? Eh bien oui, les filles, eh bien elles l'ont abandonné la baya, sans interdiction, parce que il est bien compris que, on sait tous, hein, on adore recevoir des ordres, des interdits. Tu peux arrêter de prendre ta bourse familiale? Pas du tout. Non, c'était, excuse-moi, je suis dans l'ironie du sourire socratique, je suis un peu vache, mais ce que tu vois, c'est... Mais bien sûr, mais il faut continuer. Qui accepte de recevoir des ordres? Et en plus, vous savez, les ordres qu'on donne, c'est sur quelque chose qui accessoirement s'appelle la foi, qui fonde nos adolescents en pleine quête de sens. Ah non, mais tu m'étonnes que le wahhabisme arrive et dise « Oh, regarde la République, liberté, égalité, fraternité. » Hein, elle respecte ta foi. Viens vers nous, et regarde-nous en train de subir le football. On va voir la Coupe du Monde, la religion populaire, viens vers nous. Et nous, on a comme réaction « Non !» Si tu développes l'esprit critique, waouh, on est d'accord? Pour ça, je vous propose du LSD. Ben oui, acrostiche. Oui, peut-être que Samy veut réagir sur le CAC. Je pense qu'on mène un projet qui s'appelle... Oui, sur le CAC, effectivement, ce qui est important, donc c'est la collaboration et l'autonomie. L'autonomie, elle vient progressivement chez l'élève. On ne peut pas mettre les élèves en autonomie dès le début. Ils ne sont pas tous passionnés d'apprentissage. C'est cette passion qu'il faut donner, cette curiosité. On mène un projet avec LDE et 26 autres partenaires qui s'appelle Bien à l'école,
où on essaye d'accompagner les élèves du CM1 à la 3e avec la communauté éducative, donc enseignants, académies, soutien scolaire, pour montrer la richesse des apprentissages fondamentaux, mais aussi des compétences psychosociales avec toute cette communauté éducative. Donc c'est faire du lien entre les apprentissages, accompagner, parce que l'autonomie elle ne vient pas toute seule, ça dépend bien sûr de la diversité du public. Et collaboration donc avec la communauté éducative, mais aussi entre les élèves. Et ça, on prépare de futurs citoyens qui vont travailler ensemble, travailler en équipe. On parlait ici de la diversité, de l'acceptation de l'autre, et on n'est pas dans l'injonction à l'autre. Santé. Voilà. Les autres points que je voulais renforcer, donc cette partie curiosité est quand même clé, et le numérique est quand même un média très attractif, et même parfois un peu trop, mais c'est pour mettre le pied à l'étrier de l'envie d'apprendre qui est nécessaire, y compris chez les adultes. Moi je vois trop de temps de perdu dans les RER sur Candy Crush, et je voudrais rendre la société plus apprenante, et c'est le credo de notre entreprise et la mission de l'éducation en France, qui doit vraiment être l'envie du savoir. Alors vous l'attendez tous, le LSD, avec un objectif anthropologique. L'anthropologie, c'est la discipline qui étudie logos, discours, parole, étude, calcul, compte, en grec. C'est la discipline, le discours, la parole, la raison sur l'humanité à travers l'histoire et à l'échelle planétaire. Comme dit Lévi-Strauss, on est anthropologue à la fin de sa vie. Et le fondateur en France, c'est un gars qui s'appelle Marcel Mauss. Le gars, il n'a pas fini sa thèse de doctorat qui portait sur la prière. Il a dit « Je jette l'éponge, je reconnais ma limite intellectuelle ». On l'embrasse très fort, lui aussi. On va y venir. Il dit, dans sa conclusion de l'essai sur le don, publié en 1923-1924, « Soit les hommes se confient, et c'est la paix, soit les hommes se méfient et se défient, comme dirait la chanson d'ACDC 1987, « This means war ». Je parle très mal l'anglais, je l'ai appris au système éducatif français, désolé. C'est la guerre. Soit les hommes se confient, c'est la paix, soit les hommes se méfient et se défient, c'est la guerre. Pour éviter ça, LSD. Et éviter, comme tu le disais, à la fois l'addiction, l'enveloppement par ce qu'on appelle aujourd'hui la bulle épistémique du numérique. C'est-à-dire, hop, avec tous les algorithmes, etc., hop, on s'enferme dans sa bulle épistémique du savoir. Elle, comme simplement lire. Mais lire des livres. L'année dernière, dans un collège riche de Rennes, dans un lycée, pardon, en classe de première, on a fait une expérience. On a laissé tomber les tablettes en sciences économiques et sociales, et un élève qui nous a dit « Je n'ai jamais lu de livre de ma vie ». Bon, c'est l'institution Saint-Vincent, c'est la bourgeoisie catholique rennaise qui envoie toute sa population. Il y a un monsieur qui s'appelle Pinault, ça dit quelque chose. Et là, voilà, on est en classe de première, il y a un élève qui n'a pas ouvert un livre. Ouh, on est où? Bien, donc oui, tablette, mais les livres, lire des livres. L. Ensuite, S. Tu l'as dit, sourcer. Et donc, comme c'était la sainte femme qui s'appelle Estelle, qui veut dire l'étoile évidemment en latin, qui faisait ça, elle est allée au CDI puis elle a vu les livres. Donc il y avait, en sciences économiques sociales, il n'y avait pas de dictionnaire de sociologie. Pas de dictionnaire de sciences économiques. Pas par manque de moyens, mais parce que... Et donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est venue avec des valises. C'est sportif, hein, professeur, vous le savez.
Elle est venue avec ses valises, avec tous nos livres, l'encyclopédie Universalis aussi un petit peu, hein. C'est léger tout ça. Eh bien, ils ont travaillé sur Wikipédia, bien sûr, avec des sources, avec tout ça, mais surtout ils ont vérifié les sources. Et puis ils ont ouvert des dictionnaires, des encyclopédies, des livres théoriques, un petit John Maynard Keynes, 1936, théorie générale de l'emploi de l'intérêt de la monnaie. Génial! Lire, sourcer en disant, bon ben maintenant il y a plusieurs définitions, il n'y a pas que celle de Wiki. Quand j'étais professeur à Sciences Po, j'avais demandé un exposé sur Norbert Elias. C'est vache ce que je vais dire. Je ne devrais pas le dire, il ne faut pas que ça soit enregistré. Et donc, ce que j'avais fait, j'avais demandé à mon copain qui gérait à l'époque une communauté de sociologie, je lui avais dit, tu changes la biographie de Norbert Elias, tu dis que c'est un psychologue du XVIIIe siècle, qui travaille sur la pédagogie de l'éducation. Donc, Norbert Elias, il soutient sa thèse de doctorat en 1939, il est allemand, j'avais dit qu'il était autrichien, il avait écrit ça sur Wiki. Il est allemand, il fait la civilisation des mœurs, fantastique, thèse qu'on voit en sociologie et en sciences politiques. Et donc, les étudiants sont tous allés sur Wiki, ils ont fait des exposés, ils ont eu 0. Alors qu'ils ont la deuxième plus belle bibliothèque, 27 rue Saint-Guillaume. Donc il faut confronter les sources. Il faut confronter les sources, les amis. Le sens d'Aristote dans le livre 5 de Didier Nicomaque. C'est bienveillance mutuelle fondée sur ce qui est aimable, l'agréable, l'intérêt et la vertu. Sourcer, c'est une question d'honnêteté intellectuelle. À l'ère de la post-vérité, vous avez vu ce qui s'est passé il y a quelques jours, là-bas? Et oui, le rapport aux sources. Et moi, j'exagère dans des livres que j'ai publiés, là, ces 2 derniers mois, je mets des pages. Je suis un obsédé de la pagination des sources. Ben oui, c'est après tout, je peux le reprendre là. Je mets des pages. Pour ceux qui font un jour une thèse de doctorat, ou en fait, c'est essentiel. Et là, c'est la limite de ChatGPT. Il n'y a pas les pages. Mais non. Parce que la repagination, quand elle est faite, elle est modifiée. Et nous, on cite le lieu d'édition et l'éditeur et la page. Bien, enfin, le dernier, je conclue. L'essentiel, sans doute. D comme débattre. Non, on ne va pas débattre. Dans débattre, il y a D, à nouveau, mais il y a battre. Dans un monde de radicalité, de choc des individualités, de choc des émotionnalités, de choc des identités, de choc des radicalités, le temps est venu. Pardonnez-moi, oui, excusez-moi, c'est de la bulle, c'est... Voilà. Pardon, le sens de Paul Ricoeur, c'est-à-dire, je souhaite demander pardon pour renouer le lien. La revue Esprit 1991, extraordinaire article de Paul Ricoeur. Donc, le dialogue, dia de logos, parole chez les Grecs. Et ça vient d'une racine indo-européenne qu'on trouve la mieux explicitée dans le terme hébreu davar. Qu'est-ce que davar? Et je conclus là-dessus. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse en tant qu'enseignant, éducateur, parent, citoyen, à comment faire de l'intelligence artificielle avec des livres, des instruments de dialogue. Définition du dialogue, racine hébraïque par Emmanuel Lévinas. Le dialogue c'est quand ma profondeur intérieure passe à l'acte concret. Ma profondeur intérieure passe à l'acte dans la rencontre des visages. Ma profondeur intérieure passe à l'acte dans la rencontre des visages. Je vous remercie. Je vais rebondir sur la partie LSD. Donc le LSD, mais tout à l'envers, donc je vais plutôt parler de DSL, donc de dialogue. Donc l'IA, on pourrait dire, permet un dialogue. Je peux dialoguer avec ChatGPT. Mais bien sûr sans S, sans débat, sans apport, ce dialogue est stérile. Et c'est pour ça qu'il faut former les élèves à ce dialogue. Il faut trouver, ça peut être la manière de prompter, mais aussi ce dialogue doit être une maïeutique pour former la connaissance chez l'élève, doit être orienté
ce dialogue, c'est pas à l'IA de le mener, c'est vraiment à l'apprenant de l'organiser, et c'est stimulant. Ça peut être stimulant sur les idées, sur l'enrichissement, et bien sûr aller vers l'autonomie de ce dialogue. Donc ce dialogue, c'est avant tout avec une équipe, mais aller progressivement aussi vers un dialogue individuel avec l'IA pour former son idée, bien sûr avec le S, sourcing, donc du recul, de l'esprit critique. C'est pas tout ce qui ressort qui est vrai, bien sûr, ça c'est une évidence, et c'est problématique quand il n'y a pas de source. C'est un amalgame, c'est une fusion d'idées qui forment des compromis, des choses parfois fausses, et on en vient à ne plus savoir d'où ça vient, comment lorsqu'on a des idées qui sont extrêmes, on en vient à une idée qui est moyenne, qui est moyennisée, qui perd du sens. Donc le retour à la source est très important, il faut éduquer là-dessus, et nous c'est dans cet esprit qu'on construit nos assistants qui vont pointer précisément vers les sources qui ont permis de construire une réponse synthétique, lister les différentes idées sous-jacentes, et c'est par des graphes de connaissances qu'on arrive à faire ça. Et puis la lecture c'est sans doute le plus dur, parce que on en parlait de la fenêtre de l'attention. Donc c'est encourager en fait à approfondir. On a des synthèses, mais il faut aller derrière, regarder ce qu'il y a, rebondir sur des sujets connexes pour former son idée. Et ça revient aussi au dialogue pour ne pas synthétiser tout à 10 mots, puis 3 mots, puis 2 mots, et avoir une pensée binaire. Rien n'est binaire. Tout est une synthèse d'idées, de multiplicité, donc c'est dans cet environnement VUCA qu'il faut travailler. Voilà. Merci à tous les deux. Nous avons encore une dizaine de minutes. Y a-t-il peut-être dans la salle quelques réactions? Donc j'ai bien compris que l'enseignant était au centre de votre processus. Il me semble qu'il y a une dimension que vous oubliez, c'est que avec les IA, on a tendance à vider l'enseignant de ses compétences scientifiques. Faire un cours en appuyant sur 2-3 boutons, c'est ce qui se passe, hein, et de ses compétences pédagogiques. Et on sait très bien que là, ça conduit à une déqualification qui a lieu depuis déjà très longtemps. Et on sait aussi, quand on voit ce qui se passe dans la gestion de la force de travail de l'administration, que la solution ne va pas aboutir à une implication de plus en plus grande du corps enseignant, il me semble. Alors, sur cette partie-là, l'enseignant est détenteur d'un savoir, de connaissances. L'IA peut être aussi nourrie de ce savoir. Donc ce savoir brut, on pourrait dire il peut y avoir match nul dès lors que l'IA est nourrie de manière intelligente. Mais sur la partie compétences, l'IA est démunie, et sur la partie maîtrise de l'outil, challenger, et c'est là où le rôle de l'enseignant est dans l'accompagnement de l'accès à ce savoir, du tri, du sourcing, du LSD. Voilà, c'est là où il prend un rôle encore plus important, et l'orientation vers les 4C, les compétences de curiosité, de collaboration, de créativité et de communication, voilà, qui sont importantes à développer, qui sont aujourd'hui pas assez stimulées dans l'école. Je suis tout à fait d'accord, hein, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une institution qui gère une force de travail et qui va aller de plus en plus vers la déqualification pour pouvoir les payer moins, et j'en passe et des meilleurs, et ils vont être de moins en moins motivés, tous ces gens-là.
de moins en moins formés. Alors, je vais faire de la pub, mais j'ai sorti 2 livres et l'un porte là-dessus. Il y a un mois, pour Presse universitaire de Rennes, sur l'école Mission Impossible, l'école méritocratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est confronté, ce qui n'est pas arrivé depuis les Jésuites et la fondation de l'agrégation en 1766, par les jansénistes. Les jansénistes. Le salut sera réservé qu'à quelques-uns. Hein? Le Christ des jansénistes, il est comme ça. Hein? Il n'y aura qu'une petite élite qui sera sauvée. Par l'agrégation des savoirs. Intéressant l'histoire. Et la théologie d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, on est tous confrontés à... Nous avions le monopole en tant que, notamment, professeur agrégé. C'est plus le cas. C'est mort. Allez. Au revoir. Pourquoi? Parce que les tablettes, parce que 3 500 000 familles ont accès aux meilleurs cours qui sont sur des sites payants, parce que le téléphone, parce que aussitôt je mets en cause la connaissance que toi tu viens de me transmettre, qui n'est pas souvent actualisée. C'est normal, on ne peut pas tout faire. Hein. D'accord? Eh bien, ça veut dire en effet qu'il faut changer de posture radicalement. Nous ne sommes plus des passeurs de compétences, des transmetteurs de connaissances. Nous devenons, et je pense que ça mériterait d'être mieux payé, mais on pourra en reparler. J'ai fait une petite note au cabinet. Alors le problème, c'est qu'il y a des ministres qui changent beaucoup dans ce ministère. Je ne fais pas de politique, hein. Je dis juste un fait. Bon, et c'est des recteurs qui me disent. Ils sont nombreux, hein, eux aussi. Bon. On est devenu, il nous reste, je vous encourage, je vous exhorte à devenir des méthodologues et épistémologues. Et ça, c'est une plus-value mortelle. Alors, en effet, il faut s'équiper. Hein, il faut s'équiper, c'est-à-dire que, ben oui, c'est pas simplement connaissance et puis en mathématiques dire Pythagore, hein, le théorème. Bien. Droite parallèle à l'un des côtés du triangle compose avec les droites des 2 autres côtés un nouveau triangle dont les côtés sont proportionnels. Bien, d'accord. Et la réciproque, donc ça, c'est bien, mais il faut parler de Pythagore comme philosophe, comme ayant révolutionné la posture, la vision du monde, de la culture générale, mais également de la méthodologie. Méthode, cadeau, presque un alexandrin, métaodos, c'est l'ensemble des techniques et des moyens avec lesquels on fait chemin pour aller plus loin. Ben oui, si on n'est pas méthodologue, on va rester sur place. Et Elia va avancer et va larguer tous les professeurs. Donc on fait de la méthode. C'est important la méthode. Y compris pour développer l'esprit critique. Réflexion personnelle sur les conditions politiques et sociales de son existence. Et puis on fait de l'épistémologie. On est épistémologue. Il faut avoir un rapport à la vérité. Et là, c'est dans l'enjeu unique de la citoyenneté déjà. Épistémologie, ça veut dire science de la science. Quel est notre rapport à la vérité? Qu'est-ce que je fais quand je suis collé devant mon écran tout le temps? Alphonse dit la culture du regard baissé. Ça s'appelle la soumission. Pour ma part, j'ai toujours eu des problèmes. Vous savez, il y a un poète allemand, un français qui dit consigne, consigne, consigne. N'entendez-vous pas à qui s'adressent les signes? C'est un peu facile. Mais il faut faire attention à ça. On est à l'ère du rapport à la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Là-dessus, il y a des philosophes qui sont d'accord. On peut discuter sur la réalité, mais saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, aux alentours de 1255, écrit l'adéquation entre l'intelligence et la réalité. Donc en effet, il faut réfléchir sur l'intelligence, comment on la nourrit, et la réalité reste à définir. Ok. Si on n'est pas demain méthodologue, épistémologue, c'est mort. On sera complètement dépassé. Et on sera de moins en moins payé. Voilà. Ce que je vous propose, c'est ce passage au CAC 3 et au LSD, et nous vous invitons, enfin pour ma part, je vous invite aux rencontres internationales, car nous ferons ça avec des établissements dans le monde entier,
aux rencontres internationales de l'autonomie de l'école créatrice autonome et coopérative. Voilà, on aura des ateliers, on réfléchira ensemble et ça fera l'objet de la publication d'un ouvrage au Presse universitaire de Rennes. Mission Impossible 3, l'école créatrice autonome et coopérative. D'accord ? Merci. J'aurais une question sur la lecture, dont on a parlé dans LSD, mettant fait la réflexion que, en fait, le travail principal des IA, surtout les IA conversationnelles, génératives, etc., passer son temps, en fait, à lire. Elle lit tout ce qu'elle peut. Est-ce que nous, en tant qu'humains, citoyens, apprenants, professeurs, on peut gagner la bataille, préserver notre capacité d'apprentissage, de savoir, face à une machine qui va se temps à lire 24/24. Déjà, focalise bien. Je pense qu'un enseignant, c'est quand même en général assez bien lire et identifier des sources pertinentes de savoir. Donc l'IA en général du type ChatGPT universel ne fait pas le tri, elle vient s'alimenter de tout savoir et mélange tout. Donc très souvent il en ressort des choses intéressantes, mais au milieu de tout ça on n'est pas trop sûr. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes à pas mal d'endroits. Mais toujours est-il effectivement que en termes de mémoire, l'IA est quand même beaucoup plus vaste qu'un cerveau humain pour retenir énormément de choses. Et donc, bien ciblé, l'IA a sans doute un avantage au niveau connaissance. Après, c'est dans la restitution de cette connaissance, l'accompagnement de l'apprenant sur cette connaissance. Et puis aussi la diversité. Il y a des connaissances qui sont assez très établies, qui ne créent pas à débat, et c'est plus dans la méthodologie d'accompagnement, de compréhension, de réutilisation de cette connaissance que l'enseignement prend son sens. Et puis après, il y a des connaissances qui sont plus variées, plus hétérogènes, des débats d'idées. Et là, l'IA peut être complètement perdue. On peut la notion de, je sais pas, je dis au hasard, de liberté, c'est pas une moyenne de tous les avis, de tous les courants philosophiques sur la liberté qui est la vérité. C'est ce débat d'idées, qui fait sa richesse, et le rôle de l'enseignant, c'est de montrer cette diversité, voilà, cette richesse dans la diversité. Ah oui, moi je vais rentrer dans l'art carrément. Vous savez, dans l'omelette au lardon, la poule est impliquée, le cochon est engagé. Moi je suis pas trop poule, on y va à fond. Le proverbe sanskrit nous a appris tout ce qui n'est pas donné est perdu. Alors moi je vais vous donner un peu d'épistémologie. Première chose, intelligence, IA, non, il n'y a pas d'intelligence. Intelligence, c'est la capacité à faire le tri entre les opinions, tu l'as dit, la doxa. Platon écrit, nous sommes dans le despotisme des émotions, des opinions. Mon opinion. Alors, en français, on s'exprime mal, on dit je pense. Moi, je me souviens d'un professeur de philosophie qui me dit on pense, enfin, c'est même. Il y a un sociologue, Edgar Morin, qui me disait tu penseras à partir de 70 ans. Je me dis super, je peux encore faire 2 thèses de doctorat et enfin je pourrais commencer à penser. Ouais, je pense que demain il va faire beau. Ça c'est une maladresse de la langue française. En allemand on dit j'opine. Meine Meinung nach. Ich meine. Oui, l'opinion c'est bien, mais c'est l'impressionnisme, hein, c'est des émotions, c'est le moment, c'est immédiat. Mais l'intelligence consiste à passer de l'opinion à la connaissance, c'est-à-dire la dimension qu'on appelle la connaissance théorique. Qu'est-ce que la théorie?
Théoria, chez les Grecs, au VIe siècle, c'est le groupe des personnes qui vont sur l'acropole contempler le spectacle divin par les idées. Théoria, il y a théos dedans, il y a Dieu. Théoria, théorie, c'est la contemplation du spectacle divin par les idées. Donc ça, c'est la première dimension de la connaissance. Puis il y a une deuxième dimension de la connaissance qui s'appelle l'expérience. Notre expérience nous fournit des connaissances. C'est ce que j'appelle le théâtre. Ben oui, parce que théâtre, ça vient d'un mot, on trouve ça chez Ivan Illich, dans La perte des sens. Théâtre, ça veut dire contemplation du spectacle divin par les actes. Oui. L'IA, je ne dis pas intelligence, l'IA ne fait pas du théorie et du théâtre en même temps. Elle n'en est pas capable, elle n'a pas de corps. Puis ensuite, le troisième niveau de l'intelligence, c'est le savoir, l'esprit critique. Et le savoir, l'IA ne peut pas le faire, un ordinateur ne peut pas le faire. C'est trois choses. Le savoir scientifique, c'est l'étonnement. Vous avez vu un ordinateur s'étonner? Non. Non. Un ordinateur ne s'étonne pas. C'est l'étonnement. Thomasein en grec, Platon et Paul Ricoeur revient là-dessus. Étonné. Tiens, mais pourquoi il y a des gens qui partent là? L'IA ne le ferait pas. Au revoir, madame. Non. Ensuite, il y a le questionnement. L'art de poser des questions. Vous êtes mis devant un ordinateur? Quel type de questions il va vous poser? Et enfin, c'est le développement de l'esprit critique. À la manière de Kant, ces trois critiques, faculté de juger, pratique. Et de la raison pure. C'est dur. Vous voyez ça, l'ordinateur ne le fait pas. Bien. Eh oui. L'esprit critique, c'est de dire je développe des concepts, mais j'en définis les limites. Je te dis que là, ce que je te dis, c'est à l'instant T. Voilà. Et c'est avant d'écrire mon tout petit traité d'épistémologie. Et l'IA, l'ordinateur, n'est pas capable de faire ça. Donc c'est pas tant une intelligence qu'un stockage et une mise en relation entre des milliards de données. Et ça, c'est prodigieux pour nous, pour développer nos opinions, pour passer de nos opinions à la connaissance et aller vers le savoir. Et c'est une question de posture. Et de temps aussi. Parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais il faut lire, il faut avoir le temps. Oui, c'est fini. À propos de temps, je prends la main. Je voulais remercier ton chronomètre, mais il est resté sur la table. Nous allons pouvoir libérer la salle. Pour ceux qui veulent encore poursuivre les échanges, vous êtes tous les bienvenus sur le stand LDO Pop Lab qui est au milieu. Vous repérerez facilement les t-shirts jaunes et bleus qui sont un petit peu partout ici autour de nous. Olivier reste encore avec nous quelques temps. Samy, je ne sais pas exactement si tu peux rester un petit peu. Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver. Il y a des livres, il y a des ordinateurs. On les partage volontiers. On sera ravis de poursuivre les échanges. Merci beaucoup à tous les deux. Et bien sûr, pardon, nous allons aussi pouvoir dédicacer les livres puisque l'auteur est venu avec ses ouvrages.